En décembre 1989, le régime communiste de Roumanie s'effondra en seulement 10 jours. Ce qui commença comme une protestation isolée à Timișoara se propagea dans tout le pays, débordant le parti, l'armée et la redoutable Securitate. L'appareil de contrôle se brisa de l'intérieur. Le dictateur Nicolae Ceausescu, qui avait gouverné d'une main de fer pendant plus de 2 décennies, se retrouva soudain face à une nation en rébellion ouverte. Les tentatives de récupérer le contrôle échouèrent une après l'autre. La capitale devint le théâtre d'un soulèvement sans précédent qui culmina avec sa capture et son exécution. Que se passa-t-il exactement durant ces jours décisifs? Comment fut-il possible que le pouvoir absolu se dissolve en temps réel? Et pourquoi son exécution brutale fut-elle télévisée? La rébellion que personne ne put arrêter, l'effondrement du régime. Le froid tranchant de décembre 1989 enveloppait les rues pavées de Timișoara quand László Tokes, un pasteur protestant hongrois, refusa d'abandonner son modeste logement dans la rue Timotei Sipariu. Les autorités roumaines avaient ordonné son expulsion pour ses critiques publiques du régime de Nicolae Ceausescu. Ce qui commença comme une défense communautaire du clerc se transformerait en premier acte de la révolution qui renverserait le dernier bastion communiste d'Europe orientale. Le 16 décembre, une multitude se rassembla devant le domicile du pasteur. Pendant des heures, des centaines de personnes scandèrent des slogans religieux qui graduellement se convertirent en cris politiques contre le Parti communiste roumain. La tension était palpable dans l'air glacé, tandis que la Securitate, la redoutable police secrète, observait depuis les ombres. À l'aube du 17 décembre, les forces de sécurité tentèrent de disperser les manifestants avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. La situation escalada rapidement quand des troupes de l'armée reçurent des ordres du ministère de la Défense d'ouvrir le feu contre la foule. Les premiers coups de feu résonnèrent sur la place Opéra comme l'écho d'une ère qui arrivait à sa fin. Des dizaines de corps tombèrent sur le pavé tandis que les manifestants couraient cherchant refuge. L'hôpital municipal de Timișoara devint un scénario dantesque. Les couloirs se remplirent de blessés et de cadavres non identifiés. Selon des registres militaires postérieurement révélés, certains corps furent secrètement transférés à Bucarest pour être incinérés sans autorisation, dans une tentative désespérée de cacher l'ampleur du massacre. Mais la terreur n'éteignit pas la flamme de la résistance. Le 18 décembre, les affrontements continuèrent avec une plus grande intensité. La ville se trouvait sous occupation militaire virtuelle, avec des chars patrouillant les rues principales et des soldats postés à chaque coin. Cependant, quelque chose avait changé dans le comportement des troupes. Certains soldats commencèrent à montrer de l'hésitation, refusant de tirer contre des civils désarmés. Le 19 décembre marqua un point d'inflexion décisif. Des milliers d'ouvriers des grandes usines comme Electrotimis et Elba abandonnèrent leur poste de travail et se joignirent aux manifestations. Une grève générale paralysa complètement l'activité industrielle de la région. Les manifestants occupèrent la place Victoria, utilisant des mégaphones et des haut-parleurs improvisés pour lire des déclarations contre le gouvernement. Les images captées par des caméras étrangères et des enregistrements clandestins en vidéo VHS montrent des colonnes interminables de travailleurs avançant entre chars et véhicules blindés. Il n'y avait pas d'affrontement direct, mais une détermination silencieuse qui résultait plus terrifiante que n'importe quelle violence. Dans la matinée du 20 décembre, une unité du ministère de la Défense prit une décision qui changerait le cours de l'histoire. Elle annonça publiquement qu'elle ne tirerait pas contre les citoyens. Cet après-midi, Timișoara se proclame comme la première ville libre de Roumanie. Les déclarations furent enregistrées et transmises à travers des médias étrangers comme Radio Free Europe et la BBC, contournant la censure étatique. Nicolae Ceausescu, qui se trouvait en visite officielle en Iran, fut informé des événements à travers des communications cryptées. En revenant cette même nuit à Bucarest, son visage montrait un mélange de perplexité et de fureur. Il accusa des forces étrangères et des fascistes hongrois d'être derrière l'agitation, refusant de reconnaître la véritable nature du soulèvement populaire. Pour le 21 décembre, les manifestations s'étaient étendues comme un incendie incontrôlé à des villes comme Sibiu, Cluj, Brașov et finalement à la capitale. Les manifestants étaient en majorité jeunes, étudiants, ouvriers d'usines et même quelques militaires.
Ils avaient grandi ne connaissant uniquement que le régime de Ceausescu, mais maintenant ils défiaient ouvertement le seul système qu'ils avaient connu. Confronté à un pays qui s'écroulait, Ceausescu décida d'organiser une démonstration massive de pouvoir. Il convoqua 100 000 personnes au centre de Bucarest pour un meeting devant le siège du comité central sur la place du Palais. Beaucoup furent des employés étatiques et des membres du parti, transportés sous menace de perdre leurs emplois et obligés de porter des pancartes pro-gouvernementales. L'acte fut transmis en direct par télévision nationale. Quand Nicolae Ceausescu apparut au balcon du bâtiment, il commença son discours avec le ton autoritaire habituel, louant la révolution socialiste et condamnant les troubles à Timișoara comme acte de hooligans fascistes. Cependant, au bout de quelques minutes, des cris et des huées émergèrent depuis le fond de la place. Le son ambiant, un enregistrement d'acclamations utilisé pour amplifier l'impression d'appui populaire, devint confus. Ceausescu, visiblement surpris, leva son bras tentant de restaurer le contrôle. Sa voix devint incertaine tandis qu'il offrait des augmentations salariales et des pensions dans une tentative désespérée de calmer la foule. Elena Ceausescu s'approcha de lui murmurant des phrases d'encouragement. Mais le mal était déjà fait. Les caméras captèrent le visage du dictateur montrant un désarroi total. Pour la première fois en décennies, son image autoritaire avait été défiée publiquement devant des millions de spectateurs. La transmission fut interrompue brièvement, et quand elle revint, elle ne montrait que des prises générales du ciel et des bâtiments, sans audio direct. Durant la nuit du 21 au 22 décembre, les troubles s'intensifièrent. Les manifestants restèrent sur la place pendant toute l'aube, étant réprimés avec des gaz lacrymogènes et des véhicules blindés. L'asphalte se teinta de rouge, tandis que les forces de sécurité tentaient de maintenir le contrôle d'une situation qui leur avait déjà échappé des mains. À 9h30 du matin du 22 décembre, on annonça officiellement la mort du ministre de la Défense, Vasile Milea. Bien que le communiqué officiel alléguait le suicide, des versions postérieures suggèrent qu'il fut exécuté pour avoir désobéi aux ordres de Ceausescu de réprimer avec plus de dureté. Cet événement provoqua une rupture irréversible dans la structure du commandement militaire. Immédiatement après, l'armée annonça son retrait des opérations contre la population. Des unités complètes commencèrent à fraterniser avec les manifestants, livrant des armes, dirigeant des chars vers les bâtiments du parti et distribuant des aliments parmi les rassemblés. La machine répressive du régime se désintégrait de l'intérieur. Vers midi, une foule réussit à pénétrer dans le bâtiment du comité central. Les caméras captèrent des scènes chaotiques depuis l'intérieur, où des fonctionnaires de rang moyen tentaient de détruire des documents compromettants. Les manifestants découvrirent des passages secrets du sous-sol, conçus pour faciliter la fuite des hauts dirigeants en cas d'urgence. Sur le toit du bâtiment, un hélicoptère attendait Ceausescu et son cercle le plus proche. Les caméras de télévision captèrent son évacuation en temps réel. Elena et Nicolae Ceausescu furent pratiquement portés par leurs escortes vers l'aéronef. L'hélicoptère, piloté par le colonel Vasile Malutan, décolla à 12h08 du midi tandis que la foule envahissait le symbole du pouvoir communiste. Au sol, la prise du bâtiment fut complète. Des drapeaux roumains avec l'écusson communiste découpé flottaient depuis les fenêtres brisées. Des enregistrements en super VHS capturent des civils entrant dans des bureaux officiels, sortant des portraits du dictateur et transmettant des messages improvisés par radio. La chute du siège du pouvoir fut l'acte final du régime dans la capitale. En quelques heures, la télévision nationale changea sa programmation et commença à émettre des communiqués d'un groupe qui se dénommait Front de Salut National. L'armée déploya des forces de protection en points stratégiques, non plus pour défendre le régime, mais pour maintenir l'ordre dans une ville sans gouvernement opératif. Chassé par l'histoire, la fuite des Ceausescu. L'hélicoptère militaire Eurocopter Dauphin s'éleva précairement depuis le toit du comité central peu après midi du 22 décembre. Le lieutenant-colonel Vasile Malutan luttait avec les commandes tandis que son copilote Stelika naviguait par des espaces aériens de plus en plus hostiles. Dans la cabine arrière, Nicolae et Elena Ceausescu se trouvaient accompagnés par 2 hauts fonctionnaires et 2 escortes, dépassant la capacité nominale de l'aéronef. Malutan se rappellerait plus tard que les 2 dirigeants arrivèrent pratiquement portés par leurs gardes du corps, avec des visages défigurés par la terreur.
Durant les 15 minutes que dura le vol au-dessus de Bucarest, le pilote reçut de multiples menaces par radio sur de possibles attaques antiaériennes. La ville, qui une fois les vénéra, les expulsait maintenant comme ennemis. L'hélicoptère se dirigea vers le nord, survolant les banlieues de la capitale, jusqu'à arriver au lac Snagov, où Ceausescu maintenait une de ses résidences officielles. L'atterrissage se produisit vers 12h15 dans une zone boisée, loin des routes principales. Pour la première fois en décennies, les Ceausescu se trouvaient sans l'appareil de sécurité qui les avait protégés. À Snagov, la réalité de leur situation commença à se manifester. L'équipage et les escortes tentèrent d'organiser leur protection, mais les communications avec Bucarest révélaient que le gouvernement central avait effondré. Sans renforts officiels disponibles, ils décidèrent de se déplacer par route vers un endroit plus sûr. Le dictateur et son épouse furent escortés dans des automobiles civiles par des routes forestières serpentines. Leur destination était l'Institut de formation agricole dans les environs de Targoviste, une installation rurale et isolée où ils espéraient trouver refuge temporaire. Le trajet de plus de 80 km se réalisa en 3 véhicules différents, changeant d'automobile chaque fois que surgissaient des soupçons de persécution. Vers 14 heures, ils arrivèrent à l'Institut agricole. Le bâtiment administratif, entouré de champs cultivés et de forêts, semblait offrir la discrétion dont ils avaient besoin. Cependant, leur présence ne passa pas inaperçue. Une patrouille militaire locale avait reçu des rapports sur des mouvements suspects dans la zone et procéda à fermer tous les accès à l'enceinte. Le directeur de l'Institut, confronté à une situation sans précédent, confina le couple dans un bureau administratif tandis qu'il contactait les autorités. Pour 14h30, des agents de la police locale entrèrent dans l'enceinte avec des ordres spécifiques de détention. Les jours de pouvoir absolu avaient terminé abruptement. Les Ceausescu furent formellement arrêtés et leurs escortes relevées par une unité militaire de la caserne de Targoviste. On émit un acte officiel de détention, on enregistra leurs identifications et on confisqua des documents classifiés qu'ils portaient avec eux. Le transfert vers la caserne militaire se réalisa sans incident, sous étroite garde armée. La base militaire de Targoviste devient leur prison. Ils furent admis dans une cellule intérieure de 3 par 4 mètres, équipée d'une couchette métallique, toilette fonctionnelle et une table d'aluminium avec 2 chaises. L'austérité de l'espace contrastait dramatiquement avec les palais dorés qu'ils avaient habités pendant des décennies. Durant les jours suivants, la garde fut exercée par des soldats de la caserne en tour rotatif, armés de fusils automatiques. On déconnecta toutes les installations de communication, les laissant complètement isolés du monde extérieur. Les visites se limitèrent strictement à des officiers du tribunal militaire et personnel médical autorisé. Le 23 et 24 décembre, des officiers désignés conduisirent des interrogatoires formels. Les actes officiels reflètent la nature tendue de ces rencontres. Nicolae Ceausescu refusa systématiquement de reconnaître l'autorité du tribunal, insistant sur sa condition de dirigeant légitime du pays. Ses réponses étaient tranchantes et défiantes, rejetant toute procédure qui n'émanait pas de la Grande Assemblée nationale. Elena Ceausescu adopta une attitude différente. Bien qu'elle répondît aux questions formelles sur son rôle officiel et activité dans le Conseil d'État, elle le faisait avec un dédain visible envers ses interrogateurs. Elle ne questionnait pas le format de l'interrogatoire, mais ses réponses révélaient une déconnexion complète de la réalité politique qui se développait en dehors des murs de la caserne. Les soldats assignés documentèrent soigneusement leurs observations. Leurs témoignages postérieurs décrivirent les prisonniers comme défiants mais non violents, maintenant une attitude de dignité même en confinement. Tous deux rejetèrent catégoriquement l'usage de menottes ou d'entraves, sauf durant les transferts obligatoires à l'intérieur des installations. L'isolement de la caserne fut strict jusqu'au 24 décembre, quand on permit la présence d'officiers du tribunal militaire. Il n'y eut pas d'accès pour des médias de communication ou publics en général. La sécurité du périmètre se maintint avec des patrouilles constantes et des points de contrôle sur toutes les routes d'accès. Le carnet de bord du pilote Malutan, préservé dans les archives, enregistre laconiquement « 15h15, 22 décembre 89. Je reçois ordre d'évacuation, charge excessive. Nous transportâmes 6 personnes dans compartiment arrière. Elles montrèrent résistance à la procédure.
Atterrissage à Snagov sans incident. Ce document technique marque la fin d'une ère de pouvoir absolu et le début d'une descente rapide vers le jugement et l'exécution. Jugement en temps réel, la dernière sentence du communisme roumain. L'aube du 24 décembre 1989 apporta avec elle la décision qui scellerait le destin de Nicolae et Elena Ceausescu. À Bucarest, Ion Iliescu et les dirigeants du récemment formé Front de Salut National délibérèrent sur l'avenir des détenus. La pression populaire exigeait justice immédiate, tandis que l'instabilité politique demandait une solution rapide et définitive. Iliescu signa le décret de création d'un tribunal militaire extraordinaire avec plein pouvoir pour émettre sentence et ordonner exécution immédiate. Le document établissait des procédures exceptionnelles justifiées par les circonstances révolutionnaires et la nécessité de stabiliser le pays. Le jugement fut programmé pour le jour suivant, 25 décembre, à 13h20. La composition du tribunal reflétait l'urgence du moment. Le colonel Jica Popa, président du tribunal militaire de Bucarest, fut désigné pour présider la cour. L'accompagnait le major Dan Voanea, qui agirait simultanément comme juge et procureur militaire, avec d'autres officiers de rang moyen. La concentration de rôles dans les mêmes personnes éliminait les contrôles typiques d'un processus judiciaire normal. Les avocats défenseurs, Nicolae Teodorescu et le capitaine Constantin Lucescu, furent assignés directement par le FSN sans consultation préalable avec les accusés. Ils n'avaient pas eu de contact antérieur avec leurs défendus ni accès à matériel probatoire. La salle où se développerait le processus était un petit espace conditionné dans le siège de l'unité militaire, sans accès pour presse ou observateurs externes. Les charges formelles présentées contre les Ceausescu couvraient des décennies de présumés crimes. La première charge, génocide, les accusait de l'assassinat de plus de 60 000 citoyens roumains au moyen de répression systématique, torture et usage létal de l'armée contre la population. La seconde charge se centrait sur la subversion du pouvoir étatique à travers le maintien d'un régime totalitaire. La troisième charge concernait la destruction de l'économie nationale, incluant des politiques qui menèrent à l'appauvrissement généralisé et rationnement forcé. La quatrième charge traitait de la fuite avec des fonds étatiques, alléguant la tentative de soustraire approximativement 1 000 millions de dollars déposés dans des comptes étrangers pour usage personnel de la famille. Le jugement débuta formellement à 13h20 du 25 décembre dans un environnement d'extrême tension. Tant Nicolae qu'Elena Ceausescu adoptèrent immédiatement une posture de défi total envers le tribunal. Nicolae déclara d'une voix ferme qu'il ne reconnaissait pas l'autorité du tribunal, insistant que seule la Grande Assemblée nationale pouvait le juger. Elena adopta une attitude également combative, qualifiant tout le processus comme un complot conçu pour les éliminer. Ses interventions étaient chargées d'indignation et de dédain envers les juges. Elle refusa catégoriquement de signer quelque document que ce soit et rejeta l'assistance d'avocats qui ne la connaissaient pas. La défense eut un espace d'intervention d'à peine 7 minutes au total. Les avocats assignés tentèrent de solliciter du temps additionnel pour réviser le dossier, mais furent refusés par le président du tribunal. La lecture formelle des charges occupa 18 minutes, suivie par 12 minutes de réplique du procureur. Après à peine 10 minutes de délibération fermée, les juges revinrent avec le verdict. Les deux accusés furent déclarés coupables de toutes les charges présentées. La sentence fut unanime, peine de mort par fusillade, à exécuter immédiatement sans possibilité d'appel. À 14h25, Ion Iliescu ratifia la sentence au moyen d'un décret présidentiel d'urgence. Le document établissait l'impossibilité d'ajournement citant des raisons de sécurité nationale et autorisait l'enregistrement partiel de la procédure. Tout le jugement dura exactement 55 minutes, depuis la lecture des charges jusqu'à l'émission de la sentence finale. L'enregistrement audiovisuel du jugement fut capturé par des équipes techniques militaires en format vidéo standard. La télévision nationale roumaine transmit des fragments édités le 26 décembre, omettant les expressions les plus défiantes des accusés. La version complète ne fut pas libérée jusqu'en 2004. Le processus judiciaire des Ceausescu représenta une procédure sommaire exécutée dans le cadre du chaos institutionnel postérieur à l'effondrement du régime.
Bien qu'il respectât des formalités basiques, il fut marqué par l'absence totale de garanties procédurales standards, sans accès réel à défense effective ni droit à révision judiciaire indépendante. Face au mur, l'exécution la plus télévisée de la guerre froide. À 14h50 du 25 décembre 1989, 35 minutes après émise la sentence, Nicolae et Elena Ceausescu furent conduits au patio extérieur de la caserne militaire UM0 1417 de Targoviste. Le lieu choisi pour l'exécution était un mur de briques de 2,40 m de hauteur, situé près du bâtiment d'administration du complexe militaire. L'espace avait été préparé méticuleusement. Des lignes de craie blanche marquèrent les positions exactes où devaient se placer les condamnés et le peloton d'exécution. Le couple serait situé contre le mur, séparé par 30 cm, avec les bras collés au corps. Par décision du commandement militaire, on n'utiliserait pas de bandeau pour les yeux. 2 caméras Sony PAL furent positionnées en angle latéral et frontal pour enregistrer l'exécution complète. L'équipe technique militaire installa aussi des équipements d'enregistrement d'audio ambiant, bien qu'avec des limitations dans la captation de voix à distance. La documentation audiovisuelle était considérée essentielle pour confirmer la mort des dictateurs. Le peloton d'exécution était composé de 8 soldats parachutistes du régiment de parachutistes 2 de Boténie. Ils avaient été sélectionnés parmi 24 volontaires, tous avec expérience avancée en tir de précision. Les parachutistes portaient des fusils automatiques AKM-47 avec chargeur de 30 cartouches chacun. Les ordres spécifiaient tirer des rafales contrôlées de 5 à 8 projectiles par tireur. La distance de tir s'établit à 6 mètres, sans barrière protectrice entre le peloton et les condamnés. Le major Ionel Boérou, situé au centre de la formation, dirigerait les commandements d'exécution. À 14h45, le colonel Jika Popa notifia formellement la sentence aux Ceausescu dans leur cellule. Ils furent escortés par 2 gardes vers le patio d'exécution, marchant par leur compte jusqu'au mur désigné. Les enregistrements montrent qu'ils refusèrent les offres d'entraves et cagoules, maintenant une contenance digne jusqu'à la fin. Le procureur militaire Dan Voinea lut le protocole à voix haute devant les condamnés. Le tribunal a ordonné la peine de mort. Elle sera exécutée immédiatement conformément au code pénal militaire. Les paroles résonnèrent dans le patio silencieux tandis que les soldats assumaient leur position. Dans les moments finaux, les 2 condamnés prononcèrent leurs dernières paroles. Nicolae Ceausescu cria d'une voix ferme « Traiasca Republica Socialista Romania, Historia Mava Razbuna ». Vive la République socialiste de Roumanie, l'histoire me vengera. Elena Ceausescu dirigea ses dernières paroles au procureur. « Ne tirez pas, nous n'avons commis aucun crime !» Tous 2 refusèrent d'être séparés et exigèrent mourir ensemble, pétition qui fut acceptée par le commandement militaire présent. À 14h49-30, le major Boérou émit l'ordre « Préparez-vous ». Les 8 soldats levèrent simultanément leurs fusils automatiques visant vers les condamnés. À 14h50 exact, résonna le commandement final. « Feu !» Les rafales furent tirées en parfaite synchronisation. Les équipements audio enregistrèrent une séquence continue de coups de feu qui dura approximativement 3 secondes. Les caméras captèrent le moment depuis multiples angles, montrant la chute immédiate des 2 corps. L'analyse technique postérieure révéla qu'on tira approximativement 120 projectiles au total. Les impacts se concentrèrent sur poitrine, abdomen et tête des 2 condamnés. Nicolae Ceausescu reçut 9 projectiles létaux, tandis qu'Elena fut atteinte par 7 impacts directs. La munition employée était calibre 7,62 x 39 mm, standard de l'armée roumaine, avec projectiles FMJ tirés à une vitesse de sortie de 715 mètres par seconde. L'impact fut instantané et létal. Aucun des 2 condamnés ne survécut aux 2 premières secondes de feu concentré. Le corps médical militaire procéda immédiatement à couvrir les cadavres avec des couvertures de campagne militaire. À 17h30, une caravane de 2 véhicules militaires escortés par des patrouilles de l'armée transféra les cadavres à Bucarest. Ils furent admis discrètement dans l'Institut de médecine légale Mina Minovici pour identification formelle. L'autopsie limitée, réalisée en 1990, révéla des détails spécifiques sur les blessures. Nicolae Ceausescu présentait 9 blessures pénétrantes, 3 impacts dans le thorax, 2 dans l'abdomen,
1 dans le crâne temporal droit et 3 dans extrémité. Elena Ceausescu avait 7 impacts avec entrée par région thoracique gauche, abdomen et une blessure cervicale fatale. L'enterrement initial se réalisa le 30 décembre dans le cimetière civil de Gâncea, à Bucarest. Les cercueils furent déposés dans des tombes sans identification, marquées uniquement avec des plaques numérotées de ciment. On ne permet pas la présence de familiaux, presse ou personnel du régime antérieur. Le matériel audiovisuel fut édité et transmis partiellement le 26 décembre par la télévision nationale. Les images montraient la lecture de la sentence et le transfert au mur, mais omettaient le moment exact de l'exécution. La version complète demeura classifiée jusqu'en 2004. Pour des millions de Roumains, les images télévisées représentèrent la confirmation définitive de la fin d'une ère. L'exécution des Ceausescu devint le symbole le plus puissant de l'effondrement du communisme en Europe orientale, marquant la fin violente de 4 décennies de dictature totalitaire. Ceausescu, le culte d'un dictateur et l'effondrement d'une nation. Nicolae Ceausescu émergea de la pénombre de la politique communiste roumaine comme un phénomène unique dans l'Europe de la guerre froide. Sa transformation de fonctionnaire partisan mineur à dictateur absolu illustre l'ascension d'un des régimes les plus répressifs du bloc soviétique, un système qui combinerait la terreur staliniste avec mégalomanie personnelle. Né en 1918 dans une famille paysanne de Scornicești, Ceausescu entra dans le mouvement communiste clandestin étant adolescent. Ses multiples emprisonnements durant la décennie 1930 le connectèrent avec Gheorghiu Dej, futur dirigeant de la Roumanie communiste. Cette relation forgée en prison déterminerait son ascension météorique postérieure. Après la libération en août 1944, Ceausescu s'intégra rapidement dans l'appareil du Parti communiste roumain. Sa loyauté inconditionnelle à Gheorghiu Dej le mena du ministère de l'Agriculture à des positions militaires clés, atteignant le rang de major général. Sa fonction primordiale était la purge systématique de l'armée, éliminant des éléments non fiables et consolidant le contrôle communiste sur les forces armées. Durant ces années formatives, il participa activement à l'élimination de l'opposition politique, la collectivisation forcée de l'agriculture et l'implémentation de la terreur d'État. La période de 1945 à 1965 constitua son éducation politique définitive dans les méthodes les plus brutales du pouvoir totalitaire. La mort de Gheorghiu Dej en 1965 ouvrit l'opportunité que Ceausescu avait espérée pendant des décennies. Sa nomination comme secrétaire général du parti ne fut pas automatique. Il affronta résistance interne d'autres candidats. Cependant, son contrôle sur la machinerie partisane et son réseau de loyauté lui permirent de consolider le pouvoir rapidement. Les premières années de son leadership montrèrent une façade réformiste qui trompa tant les observateurs internes qu'externes. Il libéra des prisonniers politiques, relaxa temporairement la censure et adopta des positions indépendantes par rapport à Moscou. Ces mesures lui valurent popularité domestique et reconnaissance internationale, créant l'image d'un communiste réformiste et nationaliste. Le point d'inflexion arriva en 1971 après des visites officielles en Chine et Corée du Nord. Ceausescu fut fasciné par les modèles de Mao Zedong et Kim Il-sung, spécialement par leur contrôle total sur la société. À son retour, il promulgua les « thèses de juillet », qui marquèrent le début d'une transformation radicale vers le totalitarisme extrême. Les thèses établirent un contrôle idéologique féroce sur tous les aspects de la vie culturelle et sociale. Les médias de communication furent soumis à censure absolue, les arts devaient suivre strictement les principes du réalisme socialiste et toute expression culturelle indépendante fut interdite. Le système éducatif devint une machine d'endoctrinement où les enfants apprenaient à vénérer le dirigeant depuis l'âge le plus tendre. La construction de son image publique atteignit des proportions absurdes. Il s'octroya des titres comme « génie des Carpates » et « conducator suprême ». Son visage apparaissait sur billets, monnaies et espaces publics par tout le pays. Les défilés devinrent des spectacles élaborés où des milliers participaient dans des chorégraphies massives qui célébraient sa sagesse, détournant des ressources humaines et économiques massives vers pure propagande. Le réseau de surveillance qu'il développa pénétra chaque aspect de la vie sociale. Églises, écoles, usines et familles furent infiltrés par un vaste réseau d'informateurs.
Toute expression de dissidence résultait en arrestations, interrogatoires brutaux et condamnations à des camps de travail forcés. La peur imprégnait toute la société roumaine. Durant les années 1980, les politiques économiques de Ceausescu menèrent le pays au bord de l'effondrement total. Son obsession pour solder la dette externe résulta en l'exportation massive de toute la production nationale, laissant la population sans aliments basiques, combustibles et médicaments. On implémenta des rationnements sévères qui réduisirent le régime alimentaire moyen à des niveaux de survie. Les services basiques furent dévastés systématiquement. L'électricité fut restreinte à quelques heures par semaine, le chauffage domestique fut pratiquement éliminé et l'eau chaude se limita à un jour hebdomadaire. Hôpitaux et écoles opéraient sans ressources basiques, résultant en une augmentation dramatique de la mortalité infantile. Les statistiques officielles enregistrèrent des incréments de 40% en mortalité infantile entre 1982 et 1986. Simultanément, Ceausescu entreprit des projets mégalomanes qui drainèrent des ressources massives du budget national. Le Palais du Peuple, initié en 1984, devint le bâtiment administratif le plus grand du monde, construit au prix de démolir plus de 10 000 logements et déplacer 40 000 résidents du centre historique de Bucarest. La destruction du patrimoine culturel roumain fut systématique et brutale. Des centaines d'églises historiques furent dynamitées. Des quartiers entiers d'architecture traditionnelle furent rasés, et le tissu urbain de villes centenaires fut remplacé par des blocs communistes uniformes. Ces démolitions non seulement détruisirent le patrimoine national, mais déplacèrent des communautés entières vers des périphéries sans services basiques. L'isolement croissant de Ceausescu durant ses dernières années au pouvoir créa une bulle d'irréalité qui le déconnecta complètement de la situation réelle du pays. Entouré par des flatteurs qui lui cachèrent la vérité, il développa une vision distordue de sa popularité et de l'état de la nation. Son diabète non traité et la détérioration de ses facultés mentales aggravèrent cette déconnexion. Même quand le communisme s'effondrait dans toute l'Europe orientale durant 1989, Ceausescu maintint une négation absolue de la réalité. Tandis que le mur de Berlin tombait et que des gouvernements communistes s'écroulaient un après l'autre, il continuait à organiser des défilés de loyauté et promulguait des politiques répressives. Son discours au 14e congrès du parti, célébré quelques jours avant sa chute, montra une déconnexion complète des changements historiques qui se développaient autour de lui. La tragédie du régime de Ceausescu réside non seulement dans la brutalité de ses méthodes, mais dans la transformation systématique d'une nation entière en instrument de ses fantasmes mégalomanes. La Roumanie, un pays avec des ressources naturelles abondantes et une riche tradition culturelle, fut réduite à un état défaillant où la survie basique devint une lutte quotidienne pour des millions de citoyens. La terreur étatique, la destruction économique et la mégalomanie architecturale qui caractérisèrent son régime créèrent un système si fragile qu'il s'effondra en quelques jours quand la population perdit finalement la peur. La révolution de décembre 1989 ne fut pas seulement la fin d'une dictature, mais le réveil violent d'une société qui avait été maintenue dans un état de cauchemar artificiel pendant des décennies. Elena Ceausescu, la docteure sans titre qui gouverna avec fureur. Elena Petrescu naquit en 1916 dans une famille paysanne sans ressources, recevant uniquement éducation primaire avant de travailler dans une usine textile de Bucarest. Sa rencontre avec Nicolae Ceausescu dans le mouvement communiste clandestin changerait non seulement son destin personnel, mais le cours de l'histoire roumaine. Ce qui commença comme une relation romantique se transformerait en une des alliances politiques les plus destructives de l'Europe du XXe siècle. Son ascension politique initiale fut graduelle mais constante. Après la consolidation du pouvoir communiste en 1948, Elena commença comme fonctionnaire mineure au ministère des Affaires extérieures. Sa véritable influence commença à se manifester après 1965, quand Nicolae assuma le leadership du parti. En 1973, elle fut désignée membre du Politburo, devenant la première femme à atteindre le maximum organe de pouvoir en Roumanie. La transformation la plus notable d'Elena fut sa réinvention comme scientifique et intellectuelle. Malgré manquer d'éducation universitaire formelle, elle fut nommée titulaire de chimie polymérique à l'Université polytechnique de Bucarest.
Cette nomination se réalisa au moyen d'une procédure interne qui ignora complètement les exigences académiques normales. Sa thèse doctorale, intitulée « Polymérisation stéréospécifique de l'isoprène », fut écrite par des chercheurs de l'Institut de chimie sous pression politique directe. Des documents internes postérieurement révélés montrèrent des instructions spécifiques pour compléter le travail avant des dates partisanes importantes. Cette falsification académique systématique s'étendit à multiples brevets industriels sur polymères, tous attribués à Helena mais développés par des scientifiques subordonnés. En 1980, sa nomination comme vice-présidente du Conseil d'État lui octroya rang de chef d'État intérimaire selon le protocole officiel. Simultanément, elle présidait le Conseil national des sciences et technologies, position qui lui permettait de contrôler toute la recherche scientifique nationale. Les archives révèlent qu'Helena autorisait budget, approuvait ou opposait son veto à des projets de recherche et déterminait les carrières de milliers de scientifiques roumains. Son contrôle sur la communauté scientifique était absolu et vengeur. Des chercheurs qui questionnaient indirectement ses crédentiels académiques étaient transférés à des positions sans importance, licenciés sans explication ou, dans des cas extrêmes, arrêtés sous accusation fabriquée. Le système scientifique roumain devint une extension de son ego personnel, où l'adulation remplaça le mérite comme critère d'évaluation. La manipulation de son image publique atteignit des niveaux obsessifs. Depuis la décennie 1970, Helena apparut dans des magazines officiels et affiches gouvernementales avec des titres comme « Mama à Poporului », mère de la nation. On interdit des photographies de profil qui montraient ses traits faciaux moins flatteurs. Toutes ces représentations officielles étaient des portraits frontaux avec illumination soigneusement contrôlée. Le culte maternel qui se construisit autour de sa figure imprégna le système éducatif national. Les enfants roumains déjeunaient devant des portraits d'Helena et les autorités scolaires devaient organiser des cérémonies mensuelles pour honorer son labeur maternel. Les livres de texte la présentaient comme une figure protectrice qui veillait sur le bien-être de tous les citoyens. Son influence au sein du Politburo dépassa rapidement celle de tout autre membre, excepté Nicolae. Des mémoires de fonctionnaires survivants la décrivent comme la voix la plus influente derrière le secrétaire général. Elle agissait comme contrôleuse de décisions politiques cruciales, exerçant veto sur des nominations ministérielles, réformes législatives et contrôle idéologique sur médias étatiques. La correspondance interne de la police secrète révèle l'extension de son pouvoir sur l'appareil répressif. Son nom apparaît sur des cartes d'intelligence comme personnage clé pour alignement moral de cadres étatiques. Elle recevait jusqu'à 10 rapports quotidiens sur activités de militaires et civils, supervisant personnellement des opérations de surveillance contre des fonctionnaires suspectés de déloyauté. Le népotisme systémique qui caractérisa les dernières années du régime eut en Helena sa principale architecte. Entre 1975 et 1989, la famille Ceausescu reçut au moins 17 nominations officielles importantes. Vladimir Ceausescu fut désigné ambassadeur en Grèce, Marin Ceausescu dirigea la banque d'export-import et Zoya Ceausescu obtint des positions académiques sans crédentiels appropriés. Ce réseau familial s'étendait à neveux, beaux-frères et parents éloignés qui occupèrent ministères, administrations municipales et organismes de recherche. L'appareil propagandiste promut constamment l'image de la famille révolutionnaire, publiant des photographies d'Helena avec enfants, ouvrières et famille rurale modèle qui renforçaient son image de matriarche bienveillante de l'État. Son comportement personnel contrastait dramatiquement avec l'image publique soigneusement construite. Des fonctionnaires qui travaillèrent directement avec elle la décrivaient comme dominante, cruelle et despotique dans le traitement avec subordonnés. Elle avait l'habitude d'humilier publiquement ministres et officiels durant des réunions, créant un climat de terreur psychologique dans les hautes sphères du gouvernement. Les témoignages de personnel domestique et escorte révèlent une personnalité obsessive avec le protocole et la reconnaissance. Elle exigeait que tous les fonctionnaires s'adressent à elle comme « docteur » ou « camarade académique », titre qu'elle avait obtenu frauduleusement. Ses accès de colère étaient légendaires parmi ceux qui la connaissaient, spécialement quand elle percevait quelque manque de respect envers sa supposée condition scientifique. Durant les dernières années du régime, son influence sur Nicolas s'intensifia notablement. Elle assistait à toutes les réunions importantes du Politburo,
interrompait des délibérations pour imposer son point de vue et maintenait des réunions parallèles avec des fonctionnaires clés pour assurer l'accomplissement de ses directives. Son pouvoir était si reconnu que des diplomates étrangers la considéraient codictatrice de facto. Le contrôle qu'elle exerçait sur la propagande étatique lui permit de mouler le récit officiel sur le rôle des femmes dans la société socialiste. Elena se présentait comme le modèle parfait de la femme roumaine, scientifique brillante, mère dévouée et révolutionnaire engagée. Cette image fabriquée contrastait grotesquement avec les conditions réelles des femmes roumaines. Sa participation au décret 770 de 1966, qui interdisait l'avortement et limitait l'accès aux contraceptifs, résulta en tragédie massive. Des milliers de femmes moururent par avortement clandestin, tandis que des dizaines de milliers d'enfants furent abandonnés dans des orphelinats étatiques où ils affrontaient des conditions infrahumaines. Elena promouvait publiquement cette politique comme évidence de sa dévotion au futur de la nation. L'hypocrisie de sa position comme défenseuse des travailleurs devenait évidente dans son style de vie personnel. Tandis que la population roumaine affrontait des rationnements sévères, Elena maintenait une garde-robe extensive avec vêtements importés d'Occident, bijouterie coûteuse et accès à des produits alimentaires de luxe interdits pour le citoyen commun. Durant les événements révolutionnaires de décembre 1989, son comportement révéla la véritable nature de son caractère. Tandis que Nicolae montrait des signes de confusion et déconnexion, Elena maintint une attitude combative et défiante jusqu'à la fin. Son refus de reconnaître la légitimité du tribunal et son comportement durant l'exécution montrèrent une personnalité endurcie par des décennies de pouvoir absolu. Elena Ceausescu représente un phénomène unique dans l'histoire politique du XXe siècle, une figure qui combina la manipulation systématique de crédentiels académiques avec l'exercice brutal du pouvoir politique. Sa transformation d'ouvrière textile à codictatrice illustre tant les opportunités que le système communiste offrait pour l'ascension sociale que les dangers inhérents à la concentration absolue du pouvoir. Son héritage transcende son rôle comme épouse du dictateur. Elena fut une architecte active de la terreur d'État, une manipulatrice consciente de l'éducation et la culture, et une figure centrale dans la corruption systémique qui caractérisa les dernières années du régime communiste roumain. Sa mort marqua la fin non seulement d'une dictature, mais d'une expérience sociale qui avait profondément distordu les bases de la société roumaine. Héritage de sang, rupture historique après le coup de feu final. L'exécution de Nicolae et Elena Ceausescu, le 25 décembre 1989, marqua plus que la fin de leur vie. Elle représenta un point d'inflexion historique qui définirait le caractère de la transition roumaine vers la démocratie. Les événements de ce jour de Noël résonneraient pendant des décennies, posant des questions fondamentales sur justice, vengeance et la nature des changements politiques en Europe orientale. À peine 2 semaines après les exécutions, le 7 janvier 1990, le Parlement roumain approuva une réforme constitutionnelle qui abolissait la peine de mort pour tous les délits civils. Ion Iliescu signa cette loi avec une déclaration qui affirmait que les condamnations capitales ne correspondent plus aux valeurs démocratiques émergentes en Roumanie. Cette décision convertit le cas Ceausescu en dernier précédent d'exécution légale dans le pays depuis 1947. L'ironie de cette abolition ne passa pas inaperçue pour les observateurs. La Roumanie éliminait la peine de mort immédiatement après avoir exécuté ses derniers dictateurs, créant un paradoxe moral qui alimenterait des débats pendant des années. Des critiques argumentaient que cette séquence révélait la nature expéditive et politique du jugement, tandis que des défenseurs soutenaient qu'elle représentait une rupture définitive avec les méthodes autoritaires du passé. Les corps des Ceausescu furent enterrés dans des tombes anonymes au cimetière Ghencea de Bucarest, sans plaques identificatrices et avec accès strictement contrôlé. Cette décision cherchait à prévenir que leurs sépultures deviennent des lieux de pèlerinage pour nostalgiques du régime antérieur. On maintenait seulement la référence interne du registre 154 sur 1989 du cimetière. Durant 2 décennies, l'emplacement exact des tombes demeura comme secret d'État. En 2010, suivant une pétition formelle des enfants survivants, les autorités autorisèrent une exhumation avec fin de confirmation d'identité au moyen d'ADN.
La procédure se réalisa sous supervision de l'Institut de médecine légale Mina Minovici, confirmant la correspondance génétique à 100%. Pendant ce temps, des investigations financières internationales commencèrent à révéler l'ampleur du pillage économique perpétré par la famille Ceausescu. Des documents filtrés de banques suisses entre 2005 et 2007 exposèrent plus de 1200 millions de dollars cachés dans des comptes offshore à Genève, Liechtenstein et Bahamas. Ces révélations furent documentées avec des transferts bancaires signés par des membres de la famille. L'Institut pour l'investigation des crimes du communisme publia en 2018 un rapport détaillé qui estimait que le montant caché équivalait à plus du triple du budget annuel de Roumanie pour la période finale du régime. Le document incluait factures, ordres bancaires et registres de transactions qui liaient des projets d'infrastructures publiques à des comptes personnels de la famille. Les changements politiques immédiats postérieurs à la Révolution montrèrent tant continuité que ruptures avec le passé. Les premières élections multipartites se célébrèrent entre le 20 et 27 mai 1990, résultant en une victoire du Front de Salut National dirigé par Iliescu avec 67% des votes. Bien qu'observateurs internationaux validèrent ces comices comme un pas vers la démocratisation, la composition du nouveau gouvernement révéla de profondes continuités. Le FSN était intégré majoritairement par ex-membres du Parti communiste roumain et la nomenclature qui avait collaboré jusqu'aux derniers jours du régime antérieur. Dans les premiers ministères s'incluent plus de 30 ex-fonctionnaires de haut rang du système antérieur. Cette continuité généra des tensions politiques et protestations étudiantes, spécialement durant les événements de la place Université en juin 1990. L'orientation géopolitique du pays expérimenta des changements fondamentaux. La Roumanie sollicita formellement son entrée à l'OTAN en 1992, processus qui culmina avec son adhésion le 29 mars 2004. Parallèlement, se développa le complexe processus d'adhésion à l'Union européenne, complété le 1er janvier 2007. Ces jalons représentèrent une réorientation stratégique complète vers les institutions occidentales. Cependant, le thème le plus controversé de la transition roumaine fut l'absence d'un processus systématique de justice transitionnelle. Le comité de vérité sur les forces de sécurité du régime antérieur, établi en 1990-1991, recueillit des témoignages d'approximativement 7500 victimes du système répressif. Néanmoins, la traduction de ces dénonciations en processus judiciaires effectifs fut extrêmement limitée. Le premier processus judiciaire significatif contre des membres de l'appareil répressif ne se matérialisa qu'en l'an 2000, se concentrant sur des officiers de rang intermédiaire qui reçurent des condamnations de entre 2 et 5 ans de prison. Les hauts commandements du système de surveillance, incluant généraux et chefs régionaux, n'affrontèrent jamais de tribunaux. La majorité des dossiers furent archivés ou les accusés reçurent des grâces politiques. Cette impunité judiciaire contribua à un consensus académique et social que la d'épuration du passé avait été insuffisante. Beaucoup de structures de pouvoir du régime communiste demeurèrent actives dans les institutions de sécurité, économie et justice du nouveau système. Des organisations comme Human Rights Watch critiquèrent systématiquement cette situation, argumentant que le manque de responsabilisation compromettait la consolidation démocratique. L'impact symbolique des exécutions télévisées transcenda les frontières nationales. La diffusion des images le 26 décembre 1989 fournit un symbole puissant de l'effondrement du communisme en Europe orientale. Pour des audiences internationales, les scènes de Nicolas et Elena au pied du mur représentèrent la fin dramatique d'une ère historique. La séquence d'événements depuis le discours raté jusqu'à l'exécution devint matériel de référence pour historiens, politologues et réalisateurs documentaires. Le jugement à Targoviste fut analysé comme exemple de justice sommaire en période de crise politique, générant des débats sur la légitimité de procédures extraordinaires durant des transitions démocratiques. Avec le passage des années, le récit officiel sur les événements de décembre 1989 expérimenta multiples révisions. Des investigations postérieures questionnèrent des aspects du discours dominant sur la révolution spontanée, suggérant des éléments de manipulation politique par des factions au sein du propre régime. Ces débats alimentèrent des théories conspirationnistes
et polarisation politique qui persiste jusqu'à l'actualité. L'ouverture graduelle d'archives classifiées révéla la complexité des événements révolutionnaires. Des documents déclassifiés montrèrent des communications internes entre factions du Parti communiste, suggérant que la chute de Ceausescu put avoir été facilitée par des groupes internes qui cherchaient à préserver des éléments du système sous nouvelle direction. L'héritage économique du régime Ceausescu continua à affecter le développement roumain pendant des décennies. L'infrastructure industrielle obsolète, la dévastation environnementale et la dette externe héritée créèrent des obstacles massifs pour la transition vers une économie de marché. La privatisation d'entreprises étatiques fut un processus traumatique qui résulta en chômage massif et l'effondrement de communautés industrielles entières. Les politiques d'austérité extrême implémentées durant les années 1980 avaient laissé des séquelles profondes dans la santé publique et la structure démographique. Les taux de mortalité infantile, malnutrition et maladies prévenables requirent des années d'investissement en système de santé pour être corrigés. Les politiques reproductives restrictives avaient créé une génération d'enfants abandonnés qui affrontèrent des problèmes sociaux massifs durant la transition. La destruction du patrimoine culturel urbain durant la décennie 1980 laissa des cicatrices permanentes dans le paysage roumain. Le centre historique de Bucarest, dévasté pour construire le palais du peuple, ne fut jamais reconstruit. La perte d'églises centenaires, architecture traditionnelle et quartiers historiques représenta un dommage irréversible au patrimoine national. Dans l'ambiance internationale, l'exécution des Ceausescu généra des réactions contradictoires. Tandis que quelques gouvernements occidentaux exprimèrent soulagement pour la fin d'un des régimes les plus répressifs d'Europe, d'autres critiquèrent la nature sommaire du processus judiciaire. Le manque de garanties procédurales contrasta avec les standards juridiques internationaux que la Roumanie aspirait à adopter. Le cas roumain devint point de référence pour des débats sur justice transitionnelle dans d'autres contextes post-autoritaires. Des académiques et spécialistes analysèrent les coûts et bénéfices de différentes approximations à la reddition de comptes, comparant le modèle roumain d'exécution immédiate avec des processus plus graduels implémentés dans d'autres pays d'Europe orientale. La polarisation politique générée par ces événements persiste dans la société roumaine contemporaine. Des secteurs de la population maintiennent nostalgie pour des aspects du régime communiste, spécialement la sécurité de travail et les services sociaux, tandis que d'autres considèrent toute relativisation du passé comme trahison aux victimes de la dictature. Les investigations historiographiques continuent à révéler des aspects peu connus du régime et des événements de 1989. Des archives récemment ouvertes ont fourni informations sur l'extension de la surveillance étatique, les réseaux de collaboration civile avec l'appareil répressif et les mécanismes économiques d'extraction de ressources qui financèrent le style de vie de l'élite communiste. La mémorialisation officielle des événements révolutionnaires a évolué considérablement depuis 1990. Le mémorial de la Révolution sur la place de la Révolution de Bucarest, inauguré en 2005, représente une tentative d'institutionnaliser la mémoire officielle. Cependant, des débats sur le design, emplacement et message du mémorial reflètent des tensions plus amples sur comment interpréter et rappeler cette période historique. L'impact générationnel de ces événements est particulièrement significatif. Les Roumains qui vécurent le régime communiste maintiennent des mémoires traumatiques qui influencent leurs perspectives politiques contemporaines, tandis que les générations plus jeunes connaissent ces événements principalement à travers des récits médiatiques et éducatifs qui souvent simplifient la complexité historique. L'intégration européenne de la Roumanie a fourni des cadres institutionnels pour aborder l'héritage du passé autoritaire. Les exigences d'adhésion à l'UE inclurent des réformes en droits humains, transparence gouvernementale et renforcement du système judiciaire. Cependant, des déficiences persistantes dans ces domaines ont généré des mécanismes de monitoring européens qui continuent jusqu'à l'actualité. Le débat sur la nature du processus qui mena à l'exécution des Ceausescu reflète des tensions plus amples sur la légitimité et effectivité de différents modèles de transition démocratique. Tandis que quelques analystes argumentent que l'élimination rapide des dictateurs facilita la stabilisation politique, d'autres soutiennent que l'absence d'un processus judiciaire compréhensif laissa des blessures sans guérir dans la société roumaine.
La documentation audiovisuelle de l'exécution continue à générer des débats éthiques sur les limites de la transparence en processus de justice transitionnelle. Les images télévisées servirent pour confirmer la mort des dictateurs et fournir clôture psychologique à victimes du régime, mais posèrent aussi des questions sur la dignité humaine et les standards civilisationnels dans l'administration de justice. L'expérience roumaine de transition post-communiste illustre tant les possibilités que les limitations de changements politiques dramatiques dans des sociétés autoritaires. La chute violente du régime permit une rupture symbolique claire avec le passé, mais la continuité d'élites et structures institutionnelles limita la portée des transformations systémiques réelles. L'héritage de sang de décembre 1989 demeure comme un rappel ambivalent de la complexité inhérente au processus de changement politique. Les exécutions de Nicolae et Elena Ceausescu représentèrent simultanément un acte de justice populaire, une procédure judiciaire déficiente et un symbole puissant de la fin d'une ère historique. La question sur si les événements du 25 décembre 1989 constituèrent justice, vengeance ou simplement une nécessité politique de transition demeure sans réponse définitive. Ce qui est indiscutable est que ces moments brutaux devant un mur à Targoviste marquèrent la fin violente d'une des expériences politiques les plus destructives de l'Europe du XXe siècle, ouvrant un chapitre nouveau et incertain dans l'histoire d'une nation qui avait trop souffert sous le poids des ambitions totalitaires de ses derniers dictateurs. Conclusion du documentaire. Les images finales du documentaire reviennent au mur de briques à Targoviste, maintenant silencieux sous le ciel hivernal de Roumanie. En ce lieu où termina brutalement un des régimes les plus oppressifs d'Europe, l'histoire écrivit son verdict final sur Nicolae et Elena Ceausescu. Leurs corps tombèrent ici, mais le poids de leur héritage destructeur continuerait à opprimer la Roumanie pendant des décennies. Le 25 décembre 1989 ne fut pas seulement le jour où moururent deux dictateurs, ce fut le moment où une nation épuisée par la terreur et la privation récupéra sa voix. Les exécutions transmises par télévision envoyèrent un message univoque. L'ère de la peur avait terminé. Cependant, comme l'histoire postérieure le démontrerait, terminer une dictature n'est que le premier pas dans le long chemin vers la liberté authentique. La réalité brutale de ces derniers moments devant le peloton d'exécution révéla la véritable nature de ceux qui avaient gouverné la Roumanie d'un point de fer pendant un quart de siècle. Dépouillés de pouvoir, richesse et appareils répressifs, Nicolae et Elena Ceausescu furent réduits à ce qu'ils avaient toujours été. Deux individus ordinaires dont les ambitions démesurées détruisirent les vies de millions de leurs compatriotes. Leur mort violente ferma un des chapitres les plus sombres de l'histoire européenne, mais posa aussi des questions durables sur justice, vengeance et les méthodes appropriées pour confronter le mal politique. Dans les annales de l'histoire, leur exécution demeure comme témoignage tant de la fragilité du pouvoir absolu que de la capacité finale des peuples opprimés pour réclamer leur destin, sans importer combien brutal puisse être le prix de la liberté.